Aujourd'hui, notre webinaire est donc consacré au numérique et il sera animé par Édouard Toulouse, qui fait partie de la compagnie des Négawatts, et en présence d'Éric Vidalin, qui est auteur du livre pour une écologie numérique, et de Maxime Efouy-S, chef de projet au Shift et co-auteur du rapport Déployer la sobriété numérique. Je te passe la parole, Édouard. Merci beaucoup, Catherine. Oui, donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit deux intervenants de qualité sur cette question du numérique. Et vous avez pu voir que c'est vraiment un sujet d'actualité. Je pense que vous avez tous vu les débats un peu houleux qu'il y a eu récemment sur la 5G et la manière dont certains hommes politiques se sont combattus sur cette question. Elle illustre assez bien le fait que le numérique est de plus en plus présent dans nos vies, qu'il y a une forte pression pour le déployer, le développer de plus en plus, et en parallèle une prise de conscience des enjeux environnementaux lourds toutes ces technologies et le questionnement sur leur utilité réelle ou pas. Donc on est très content de vous proposer ce webinaire sur ce sujet-là. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, plus de 200 participants. Donc on va essayer de faire comme on peut pour traiter vos questions. On ne répondra sans doute pas à tout, mais on va essayer là sur le temps de ce webinaire de débrouiller le plus possible ce sujet. Alors juste un mot dans le scénario Négawatt, qui comme vous le savez a été créé il y a maintenant de nombreuses années et actualisé à plusieurs reprises. Le numérique n'apparaissait jamais vraiment explicitement comme un thème à part. Alors bien sûr, il transparaissait dans les hypothèses que Négawatt pouvait faire sur les taux d'équipement de certains appareils, sur les usages, sur le développement de certains nouveaux usages. Mais il nous semble maintenant important de voir plus clairement, de manière systémique, quels sont les enjeux du développement du numérique et les compromis qui peuvent exister entre les différents objectifs qu'on essaye d'atteindre. Donc, on va commencer ce webinaire par une présentation de Maxime Efouy, qui travaille au Shift Project sur ce sujet et c'est un ingénieur qui s'est donc penché sur l'impact du numérique, ce qu'on pouvait en dire, ce qu'on pouvait en attendre dans le futur. Et donc, le Shift Project a publié il y a 2 ans un rapport auquel il a participé sur les tendances mondiales du numérique et de ses impacts. C'est un rapport qui a été particulièrement inquiétant, je dois dire, et influent, puisqu'il a un peu secoué les pouvoirs publics français qui maintenant essayent de se saisir de cette question. Donc, je demanderai à Maxime de nous résumer ses conclusions et pourquoi il considère qu'il est absolument indispensable de promouvoir la notion de sobriété numérique. Donc, je lui passe la main. Merci beaucoup à Maxime. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Édouard. Oui, on m'a demandé effectivement donc, de venir pour présenter un peu les constats qu'on a pu construire ces 2 dernières années et demie, sur le numérique au sein des travaux du Shift, qui sont donc évidemment pas du tout les premiers travaux qui ont été menés. Enfin, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces problématiques. Au sein du CNRS avec EcoInfo, il y a l'Alliance Green IT, il y a le Club Green IT, Frédéric Bordage. Donc, c'est des acteurs qui se sont mobilisés depuis longtemps. Nous, ce qu'on a participé à faire, c'est réussir à concaténer un peu les connaissances et les porter dans le débat public avec des chiffres. Et du coup, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Tu peux passer à la slide suivante, Adrien. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Maxime Efouy-S. Effectivement, donc, je fais partie du think tank The Shift Project. Je suis chef de projet ou coordinateur de projet suivant les projets, et notamment sur les problématiques numériques et industrie. Donc là, je suis là pour vous parler du numérique, donc on traite depuis maintenant 3 ans. Donc sur la slide suivante, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est que le Shift, pour que vous compreniez qui est en train de parler. Donc le Shift, c'est un statut d'association de 1901 reconnu d'intérêt général à but non lucratif. Et donc on a 2 missions. La première, qui va apparaître maintenant, la première, c'est d'éclairer le débat sur la transition carbone. Donc, ce qu'on essaye de faire, et encore une fois, comme Négawatt et pas mal d'acteurs, c'est de se baser sur des approches qui sont chiffrées et transparentes et d'en conclure, de dresser des constats et les pistes à explorer. Voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de
de parler à ce qu'on appelle les corps intermédiaires, donc concrètement les sphères décisionnelles qui sont économiques ou publiques, enfin qui sont privées ou publiques, économiques ou politiques. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter des chiffres dans le débat avec une vision qui est historiquement technique au sens large du terme, hein, mais on essaye de partir des flux physiques vraiment et d'avoir une modélisation avec un discours d'ingénieur pour parler à des sphères décisionnelles techniques. Et donc voilà, ça fait 10 ans qu'on a réussi un peu à relever en partie ce défi. Et là, on est en train d'introduire des visions sociologiques, humaines et un peu plus larges. Et donc ensuite, notre deuxième mission, Adrien, tu peux l'afficher, c'est d'influencer le débat. Donc en fait, concrètement, on fait comme tout le monde, on fait des rapports, des PDF, et après on va envoyer ces PDF aux bonnes personnes. Et donc influencer, c'est essayer de créer un mouvement de lobbying, c'est-à-dire de poids politique sur ces sujets, notamment en essayant de mettre des sujets à l'agenda politique d'une manière dont ils n'étaient pas avant. Donc sur le numérique, là, notre défi, on va le voir, c'était de passer d'un paradigme de le numérique est un atout à quelles conditions le numérique est un atout. Slide suivante. Donc, la question telle qu'elle s'est posée quand on a attrapé le sujet, en fait, il y a 3 ans, c'est que d'un côté, on a les opportunités du numérique, tu peux les afficher. Donc, c'est les villes connectées, c'est smart building, c'est le télétravail, c'est les opportunités que le numérique propose pour la transition, parce que donc l'angle d'attaque qu'on avait, c'était bien le numérique la place du numérique dans la transition carbone avec un prisme de lecture énergie et carbone. Donc, on est au courant des opportunités que représente le numérique dans cette transition. Et Adrien, tu peux afficher la suivante. On a la question du coût environnemental. Et la question, c'est est-ce que ce coût environnemental, donc c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour produire les outils, l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner ces outils, les ressources minières, est-ce que tout ça, en fait, ça va contrebalancer complètement les opportunités pour la transition? Slide suivante. Et l'idée, c'est de comprendre à quelles conditions on arrive en fait à rééquilibrer les coûts par rapport aux apports, aux bénéfices. Donc finalement, c'est de la comptabilité assez basique. Hein. L'idée étant de comprendre comment on fait pour rendre la balance plate à minimum, sachant que si on a une balance plate, c'est pas grave, mais ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est évidemment de la faire pencher du côté bleu, et c'est d'être capable de comprendre à quelles conditions nos outils numériques deviennent les opportunités qui peuvent être pour la transition. Oui, le numérique présente beaucoup d'opportunités, évidemment, mais sous certaines conditions, et de quel numérique on parle, de quels outils, de quels modèles. Et la question, elle se pose comme ça. Donc, c'est une question du comment et pas du pour ou contre, parce qu'en fait, être pour le numérique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Le numérique, c'est même une définition qui est difficile à cadrer. Donc, la question, c'est comment, dans quel cas, à quelles conditions, quels arbitrages. Et on va voir que c'est cette question, en fait, des arbitrages qui est compliquée à poser, qu'on ne veut pas poser aujourd'hui politiquement, et qui pourtant est la seule qui vaille vraiment. Slide suivante. Donc, pour avoir le premier gros constat auquel on est arrivé, on essaie de se représenter ce que représentait le numérique dans les émissions mondiales pour savoir si c'était un sujet ou si c'était vraiment 0,3%. En fait, on s'en fout. Donc, c'est pas 0,3%, sinon il y aurait pas ce débat. Du coup, on a couplé une modélisation prospective avec des mises à jour, avec des chiffres qui sont des chiffres historiques, de la comptabilité, pour essayer de comprendre ce que représentait le numérique en termes de gaz à émissions d'effet de serre dans le monde. Et donc, slide suivante, en 2019, ce numérique représente 3 à 4% des émissions mondiales. Ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'ordre ou au-dessus de ce qu'on attribue usuellement à l'aviation civile, donc que ce n'est pas un sujet qui est anodin. Donc, ce n'est pas un sujet qui est dématérialisé. Ce n'est pas un sujet de la dématérialisation, en fait. Le numérique, s'il représente 3 à 4% des émissions de carbone dans le monde, quand on prend en compte la production et l'utilisation de toutes ces technologies, ça veut bien dire qu'on a une infrastructure, il y a une réalité physique derrière. Et donc, c'est la première chose à avoir en tête, c'est que le numérique est matériel. Et ça, c'est un discours qu'on commence enfin à intégrer, parce que c'est dur à intégrer. Hein, la mythologie du numérique, elle s'est construite autour d'un champ lexical du nuage, du cloud, des ondes. Enfin, on a l'impression que c'est de l'information qui vole comme ça. Bon, c'est pas vrai. En fait, quand on dit qu'on dématérialise quelque chose, on va juste prendre une activité et la reporter sur une autre infrastructure. Et cette infrastructure, c'est l'infrastructure numérique. Donc, la question, elle se pose pas sur est-ce que j'enlève l'empreinte matérielle en le mettant sur le numérique, mais
est-ce que l'empreinte matérielle de mon action quand elle est en ligne, elle est moins importante que quand elle n'est pas en ligne? Le télétravail, je ne dématérialise pas le travail. C'est juste que, par exemple, les déplacements domicile-travail, je vais les reporter sur l'infrastructure numérique. Et c'est tout, en fait. C'est juste ça qui se passe. On va quand même devoir communiquer. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, les déplacements, au lieu de faire ça, on reporte cette activité sur une autre infrastructure. Mais cette infrastructure, elle est matérielle, elle est réelle, elle consomme, elle est dépendante des intrants en énergie, en matière. Donc, comme toutes les infrastructures de ce monde, elle est soumise aux questions de contraintes énergie, climat et environnementales de manière large. Donc, le premier constat, c'est que le numérique, il ne s'affranchit pas de ces discussions. Si on veut construire un système résilient, une économie qui continue de fonctionner, des activités qui continuent de pouvoir exister, en fait, il faut poser la question de la place du numérique aussi. D'autant plus parce qu'il est omniprésent dans ces activités aujourd'hui. Le deuxième constat, c'est que ces émissions, elles augmentent de 8% par an, ce qui est beaucoup. Les émissions moyennes mondiales, elles augmentent tranquillement de 2 à 3% par an aujourd'hui. Si on veut respecter les 2 degrés, il faut qu'elles diminuent de 5 à 10% par an, suivant quand on s'y met, pour réussir à respecter cet objectif qu'on s'est fixé nous-mêmes. Les 2 degrés, on s'est fixé tout seul comme des grands parce que c'est a priori quelque chose qui nous permet de maintenir nos activités à peu près, sans trop de perte de confort, sans trop de perte de sécurité alimentaire. C'est ça l'idée. Du coup, on a un objectif de moins 5 à moins 10% par an mondialement. Mondialement, on augmente de 2 à 3% par an et les émissions du numérique, elles augmentent de 8% par an. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le numérique a une dynamique particulière. En gros, on est en train de numériser nos activités à fond et qu'il n'y a pas d'effet net direct sur la diminution des émissions. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on numérise à plus 8% par an, les émissions continuent d'augmenter. Donc, numériser ne suffit pas à baisser les émissions. Voilà, c'est certain. Il y a forcément d'autres problématiques à prendre en compte. Et aujourd'hui, rien ne permet de démontrer que la numérisation a un impact net positif sur les émissions, automatiquement. Même plutôt le contraire, parce qu'on a des phénomènes d'effet rebond, des phénomènes de nouvelles activités qui apparaissent, etc. Et du coup, sur le slide d'après, vous allez voir ce qu'on a essayé de faire en fait en termes de prospective. Donc à côté du 25 et un 20, c'est 2025. Donc, on a fait une première famille de scénarios en fait pour voir ce qui se passait si on laissait le numérique comme ça évoluer avec ses tendances actuelles. Et slide suivant. Et du coup, ça nous amène à 7 à 8% des émissions mondiales en 2025, ce qui est de l'ordre de ce que représentent les véhicules légers aujourd'hui dans le monde. Ce que ça veut dire que le numérique est matériel et il a une matérialité qui augmente de manière particulièrement importante, ce qui en fait un sujet en fait central si on ne le pilote pas. Et aujourd'hui, il n'est pas piloté, le numérique. On a fait un dernier type de scénario, la slide suivante, le scénario qu'on a appelé sobriété. Ce scénario, l'idée, c'était de voir ce qu'il y avait vraiment en fait derrière cette dynamique particulière des plus 8%. Et du coup, à l'intérieur de ce scénario, en gros, il y a quelques hypothèses sur des plafonnements de production de terminaux et d'augmentation des flux de données, des volumes de données. Slide suivante. Et on voit que ça nous ramène à 5% des émissions, toujours pas négligeable en 2025. C'est pas un véritable scénario de sobriété parce qu'en fait, on a juste essayé de limiter les hypothèses qui donnaient ce plus 8%, qui était vraiment important. Et du coup, ce que ça veut dire que la dynamique particulière, là, c'est plus 8%, qui sont gros, la dynamique particulière que le numérique a aujourd'hui dans son évolution, elle est due à l'augmentation du volume du nombre de smartphones produits par an, bon, même si ça a baissé ces dernières années, qui est aujourd'hui d'1,5 milliard. En fait, on produit 1 milliard de smartphones et demi par an, alors qu'il y en a déjà 5 milliards en circulation. Pourquoi? Parce qu'on a des modèles économiques en fait qui vont faire leur marge sur le remplacement de ces appareils et donc sur une obsolescence et donc sur une extraction de ressources. On va avoir des modèles économiques aujourd'hui qui sont basés sur une augmentation du volume de données. C'est ça qu'on vend, c'est comme ça qu'on rend des choses rentables, des infrastructures rentables. Et du coup, c'est ces modèles-là en fait qui pilotent aujourd'hui l'évolution du numérique et donc qui pilotent l'évolution de son impact. Slide suivante. Et du coup, la première conclusion qu'on a pu faire, c'est que le numérique représente quelque chose matériellement. La seconde, c'est qu'il a une évolution très particulière qui nécessite en fait de
de le considérer de manière particulière et donc d'inventer des outils de pilotage qui sont particuliers et adaptés. Et on va être un peu plus concret ensuite. Et la troisième conclusion, c'est que la sobriété numérique est la seule solution à court et moyen terme. Donc, on va s'amuser à définir ce que c'est que sobriété numérique, puisqu'en fait, le débat est là. Mais la sobriété numérique, en première étape, en première définition, c'est réfléchir, enfin, c'est intégrer dans la réflexion non pas simplement l'évolution technologique de nos outils numériques, mais ce que ça implique sociétalement, y compris au niveau des usages. Donc, c'est-à-dire, c'est comprendre quels usages se développent autour de mes infrastructures et comment je peux reprendre la main dessus. Slide suivante. Donc, la sobriété numérique, elle doit prendre en compte les usages, en fait. C'est là qu'est le défi. C'est que jusqu'ici, on réfléchissait en système purement technique. Et en fait, si on ne prend pas en compte les usages, on ne comprend pas ce que c'est que l'effet rebond. On ne comprend pas que quand on va optimiser un certain procédé, en fait, on va l'utiliser plus et donc on va consommer plus au final. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi pendant une bonne dizaine d'années, on a multiplié par 10 à 20 ans, je crois, on a multiplié par 7 notre consommation de papier alors qu'on avait des outils numériques. Parce qu'on a pu en imprimer plus, etc. Alors, la tendance s'est un peu inversée ces dernières années, mais l'idée, c'est ça. C'est que si on ne comprend pas les comportements qui sont générés par nos technologies, alors on n'a aucune chance de piloter efficacement nos technologies. Slide suivante. Donc, dans la facture énergétique du numérique, on a en fait la partie production et la partie utilisation. La partie fin de vie n'est pas prise en compte dans nos travaux, tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment de données, suffisamment d'expertise pour être sûr de pondre des trucs qui étaient vraiment pertinents. Donc, on a décidé de se concentrer sur les 2 premières phases, ce qui est incomplet, et on considère l'énergie et le CO2, ce qui est incomplet aussi, mais au moins on documente ce premier socle de réflexion. Et donc, à l'échelle du terminal, par exemple du smartphone, c'est la phase de production qui a le plus fort impact, à 90%. Donc, 90% des émissions de mon smartphone, elles sont émises pendant la phase de production. Les 10% restants sont à la phase d'utilisation. Ce que ça veut dire qu'au niveau du terminal, les actions qui vont porter sur la phase de production sont les plus impactantes, de loin, vraiment de loin. Quand on regarde la facture mondiale du numérique totale et qu'on prend en compte la consommation des réseaux, etc., et donc plus seulement la consommation directe du terminal, et en fait, on arrive à une facture énergétique qui est en gros de 50-50, c'est 45-55. Slide suivante. Et du coup, on a 55% qui vient de l'utilisation de nos terminaux et de nos infrastructures réseau. Aujourd'hui, cette utilisation, elle est essentiellement en ligne, en tout cas indirectement liée à des activités en ligne. Donc concrètement, c'est des données. C'est-à-dire que l'utilisation, là, les 55%, c'est des données. Donc, c'est des données qui sont stockées, qui sont traitées, qui sont produites et qui sont transférées. Slide suivante. Du coup, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que la phase de production est très importante à l'échelle du terminal. Dans la facture globale, on a des utilisations en fait qui sont consommatrices parce qu'on utilise beaucoup de choses, et on stocke beaucoup de choses et on traite beaucoup de choses. Et l'évolution du volume de données est liée à la production d'infrastructures et de terminaux. Parce qu'en fait, nos usages, qui sont ces données, soutenus par ces données, vont aller de pair avec les infrastructures qui les permettent. Je peux faire des choses, donc je les fais, et c'est parce que j'ai envie de faire plus de choses qu'on me permet de les faire. Et c'est ce mouvement de balancier qui permet vraiment de comprendre qu'un débat sur les usages, ce n'est pas un débat théorique. C'est un débat très concret sur combien de données pour faire quoi et quelles infrastructures je déploie pour quelles raisons. Slide suivante. Donc, le système numérique, c'est comme ça qu'il se construit. Suivant. C'est le design des systèmes et la forme des usages qui vont interagir. Le design des systèmes, c'est vraiment la forme qu'ont nos systèmes techniques, en fait. Donc, c'est la tête de mon smartphone, c'est le design du site internet ou de YouTube que je vais utiliser, et la couverture réseau, où est-ce que j'ai mis des antennes, où est-ce que j'ai mis du Wi-Fi, est-ce que j'ai déployé la fibre. C'est ça le design des systèmes, c'est la manière dont je vais penser mon système technique. La forme des usages, c'est le versant sociologique. Donc, typiquement, regarder une vidéo, la forme de l'usage, c'est je clique sur play, je regarde tant d'heures de vidéo consécutives. C'est la forme de l'usage, la description sociologique. Le design des systèmes, ça va être la couleur du bouton play, la vignette qui a été choisie pour la vidéo, est-ce qu'il y a de l'autoplay ou pas derrière, est-ce que la vidéo se lance toute seule, enfin voilà. Et en fait, ces 2 dimensions, elles vont interagir. Et il faut plus que les voir comme une boucle, les voir comme 2 faces d'une pièce de monnaie.
Et donc, on a une pièce de monnaie, c'est notre système numérique. Et en fait, notre système numérique, si on veut changer sa taille, si on veut changer son dimensionnement, sa forme, on est obligé de réfléchir aux deux faces. On ne change pas la forme d'une face et pas celle de l'autre. Et du coup, il faut comprendre que notre système numérique, ce n'est pas une réflexion technologique, c'est une réflexion sociétale. Faire un choix technologique, c'est faire un choix de direction sociétale. Parce que déployer des choses qui en permettent des usages, en fait, ça va tirer ces usages mécaniquement et inversement. Slide suivante. Et du coup, même 3 fois, du coup, ce système numérique, il est soumis, 4, pardon, encore une fois, il est soumis en fait à différentes contraintes. Du coup, la contrainte économique est celle sur laquelle il a été optimisé jusqu'à maintenant, selon des modèles précis. Et en fait, on se rend compte tout d'un coup qu'il n'est pas affranchi des contraintes sur le carbone, sur l'énergie, sur les métaux, etc. Sur les contraintes du monde réel, quoi, finalement. Et donc, ça réclame de l'adapter et de le rendre compatible avec ces contraintes. Et pour faire ça, il faut passer d'un paradigme où on considère les outils numériques comme des outils, c'est-à-dire des choses qui nous permettent de faire d'autres choses, des petits services et qui sont sympas. Slide suivante. Et comprendre qu'en fait, c'est un système numérique. C'est-à-dire que si on réfléchit que en outils et en services isolés, alors on peut continuer d'avoir le paradigme de oui, mais le numérique, il permet ça, et puis là, il est dans tel secteur, etc. Si on le considère comme un système, on comprend qu'en fait, nos choix technologiques, je vais me répéter, mais c'est l'idée importante, nos choix technologiques, en fait, ils vont en appeler d'autres. Et ils vont appeler certaines dynamiques sociétales. Et ils vont appeler certains usages à se déployer. Et ils vont appeler certains comportements individuels qui vont être favorisés. Et donc, il a une dynamique de système. Et c'est un des rares secteurs d'activité où on n'utilise pas la dynamique de système. Dans les politiques territoriales, on conçoit rarement le numérique comme un système, alors que la mobilité, c'est un système. On sait très bien que si on pose une route à cet endroit-là, ça va engendrer certains comportements bien précis qui vont en engendrer d'autres. Donc, ces outils, on les a, mais on les applique rarement au numérique. Et en fait, ça, c'est un des principaux défis à comprendre. Slide suivante. Ces dimensions sociétales. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre dans un premier temps comment se construisent nos systèmes techniques, comment ils interagissent avec la forme des usages, donc la compréhension sociologique, de comprendre comment on l'optimise au vu des contraintes physiques, et ensuite, il y a l'utilité sociétale qui se pose. L'utilité sociétale, c'est quelque chose qui est non quantifiable et qui ne peut être traité que via un débat collectif. Et un débat collectif, c'est un débat sur les arbitrages. Slide suivante. Et en fait, c'est là que le débat devient complexe, mais intéressant. C'est-à-dire que la sobriété numérique, c'est réfléchir à pourquoi on fait les choses, comment, où est-ce qu'on le déploie, etc. C'est prendre conscience et intégrer dans nos réflexions qu'en fait, on a des contraintes, des budgets et qu'on a un petit peu pour les utiliser. Et du coup, si on a un budget donné, il faut arbitrer pour savoir quelles ressources on alloue à quoi. Slide suivante. L'idée, c'est de comprendre comment se construisent nos usages, donc d'aller chercher les acteurs qui participent à cette construction. Donc, c'est les régulateurs qui savent réguler les usages en ligne et comprendre comment ils apparaissent et comment on peut les orienter. Les plateformes qui sont responsables de la diffusion des contenus. Les communautés de designers qui comprennent les techniques qui poussent les plateformes à favoriser certains usages. C'est les sociologues, c'est les acteurs de la santé publique qui sont capables de comprendre comment un usage se construit à l'échelle de la société. Slide suivante. Et c'est ces acteurs qui nous permettent en fait de créer des outils de pilotage de nos usages, des outils de pilotage qui sont déjà en réflexion et qui ont déjà une part opérationnelle, c'est-à-dire qu'on sait réguler un usage en ligne. La pédopornographie est régulée en ligne. Bon, c'est une régulation parce qu'on a décidé que c'était délétère pour la société. Si là, on décide que l'explosion des volumes de données et de notre système, et si on ne fait pas gaffe à sa stabilité, c'est délétère pour notre société, alors ça justifie d'avoir le même type de réflexion. Ce qu'il faut, c'est prendre ces outils et ces acteurs et réussir à les agencer entre eux pour en faire une stratégie où on sait où on va. Slide suivante. Et donc, la sobriété numérique, concrètement, c'est le passage du paradigme le faire parce que nous pouvons le faire à le faire parce que ça nous est utile. Là, tu peux passer les 3 animations, Adrien. Du coup, on a d'un côté de la balance les outils numériques qui sont utiles pour la transformation, d'un autre, l'impact environnemental qu'ils ont. Et slide suivante. Et donc, la question, elle se pose comme ça, c'est comment est-ce qu'on réfléchit les déploiements de nos outils? Alors, dans le déploiement, ça va de la conception à la mise en place, à l'utilisation, c'est vraiment au sens large. Comment on fait pour prendre ces outils et réfléchir à est-ce que ici, c'est pertinent ou pas? Slide suivante. Une fois qu'on a réfléchi à la pertinence énergétique pure, j'ai envie de dire, et carbone,
Ensuite, il faut comprendre comment on intègre dans ces réflexions et dans ces arbitrages, c'est-à-dire dans la balance plus et dans la balance moins, les effets sociétaux qui sont, eux, non quantifiables, pour comprendre quels arbitrages on est en train de faire. Quand je vais déployer quelque chose, je vais dépenser de l'énergie, je vais émettre du carbone, je vais avoir des effets indésirables auxquels je n'aurais pas pensé, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et par contre, je vais avoir de l'autre côté des apports sociétaux, peut-être sur l'inclusion. Je vais avoir des apports énergétiques en optimisant certains processus. Mais tout ça, il faut le mettre dans la balance. Et si on n'est pas capable de tout mettre dans la balance, en fait, on n'a concrètement aucune idée de ce qu'on fait. Ce qui peut être un choix de stratégie, mais du coup, il faut que ça soit explicite. On dit, bon, on ne sait pas, on verra. Mais par contre, si on fait, on ne sait pas, on verra, vu qu'il y a des contraintes physiques qui arrivent, alors il y a un moment, il y a des arbitrages qui vont se faire de manière complètement aléatoire. Là, on en est encore au moment où on a un peu le luxe de voir et de prévoir les effets de nos choix pour essayer de faire les arbitrages nous-mêmes, en amont, pour dire, en fait, cet apport, il est essentiel, je veux le préserver. Slide suivante. Et c'est ça, en fait, qui nous mène du coup à la sobriété numérique telle, alors qu'on l'a définie au moins au shift suivant. C'est que l'objectif de la sobriété numérique, c'est de préserver les apports du numérique. C'est de comprendre où est-ce que le numérique est utile, de dire, en fait, il est utile, mais par contre, il est fragile, hein, comme tous les autres systèmes, parce qu'il est physique, comme tous les autres systèmes, et tout ce qui est physique est soumis aux contraintes physiques. Donc, il faut comprendre comment les contraintes s'appliquent dessus et choisir quel service on va absolument préserver des risques qui apparaissent. Suivant. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on fait pour construire nos usages, pour construire nos systèmes, pour construire nos choix, pour créer un système numérique qui soit résilient. Donc, résilient, ça veut juste dire compatible avec les contraintes qui arrivent. Suivant. Et du coup, ça retombe, une fois qu'on a compris que les contraintes physiques elles étaient indépassables, ça retombe sur la conclusion qu'on avait juste avant, suivant, qui est que jusqu'ici, le numérique, on l'a fait parce qu'on pouvait le faire. C'est comme ça qu'on a défini l'innovation, c'est des trucs nouveaux. Aujourd'hui, on se rend compte que cette innovation, en fait, elle est contrainte. Elle est contrainte parce qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà. Il n'y a pas assez de place et de ressources physiques. Donc, puisqu'on ne peut pas tout faire, alors il faut choisir ce qu'on fait et comment on le fait et à quel point on le fait et où on le fait. Et donc, il faut poser la question de l'utilité. Et en fait, c'est cette question qui est à poser. C'est cette question qui est complexe parce que l'utilité, il n'y a pas de mesure objective de l'utilité. Hein. Le chat, la vidéo de chat peut être plus importante et plus utile que la télémédecine, peut-être. En fait, donc c'est un débat collectif qu'il faut avoir, mais un débat explicite. Et aujourd'hui, il n'est pas explicite. Aujourd'hui, on ne pose pas la question parce qu'elle est complexe et relever les défis du 21e siècle, ça nécessite de poser cette question, de dire on a telle contrainte, est-ce que tel modèle de fonctionnement est compatible ou non? Est-ce que tel modèle économique l'est? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Tel usage, est-ce qu'on le laisse se développer ou pas? Parce qu'on ne pourra pas tout laisser se développer n'importe comment. Donc, qu'est-ce qu'on limite? Comment on limite? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce débat, en fait, personne n'a la réponse individuellement. Par contre, collectivement, on a des outils pour les construire. Mais bon, il faut une volonté politique au sens large de saisir vraiment de la question. Slide suivante, et je crois que normalement, c'est fini. Merci. Merci beaucoup à Maxime pour cette présentation très pédagogique et très claire des enjeux du numérique. Et ça éclaire particulièrement, par exemple, les débats qu'on a vus sur la 5G, entre ceux qui disent qu'il faut faire la 5G parce que c'est l'innovation et c'est tout, sans s'interroger sur toutes les conséquences en cascade qui peuvent se produire. C'est bien cette approche systémique que Maxime a mis en avant. Et sa conclusion sur le fait qu'on va devoir s'interroger sur où est-ce que le numérique apporte vraiment des avantages, où est-ce que ce n'est pas le cas, ça permet une bonne transition avec l'intervenant suivant, donc, qui est Éric Vidalin, qui lui aussi travaille depuis longtemps sur ce sujet du numérique. Il suit d'ailleurs le numérique au quotidien dans son travail à l'ADEME. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Pour une écologie numérique », dans lequel il s'interroge notamment sur ce que peut vouloir dire de remettre le numérique à sa juste place. Donc, on lui a demandé d'intervenir également pour un quart d'heure dans notre webinaire pour rentrer un petit peu plus dans des exemples d'applications et de nous dire comment il voit cette articulation entre les usages et les questionnements sociétaux. Donc, je lui laisse la parole. Merci
Eric. Merci Éloi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler dans le quart d'heure qui vient, principalement à partir de choses que je développe dans mon ouvrage, donc pour une écologie numérique, où j'essaie de faire un peu la part des choses entre ce que pèse le numérique et ce qu'il nous permet ou ce qu'il nous permettrait de faire. Slide suivante, s'il te plaît. Au préalable, je veux dire d'où je parle et où est-ce que je situe mon propos. De manière un peu caricaturale, je dirais que je me situe entre une approche très technophile, un peu à la Rifkin, où l'Internet des objets est supposé résoudre pas mal de questions en interconnectant naturellement les productions d'énergie avec les espaces et les différents équipements de conso. Les choses s'optimisent et c'est ce qu'il formalise sous la troisième révolution industrielle. Donc, on va dire une approche plutôt technophile, où l'Internet des objets devrait tout résoudre, et une approche beaucoup plus techno, qu'on pourrait qualifier de technocritique, et qui est par exemple incarnée en France par Philippe Biwix ou Éloi Laurent, qui avait fait une tribune récemment en disant « il faut qu'on se passe du numérique ». Parce que le numérique nous détourne des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, moi, j'essaie de me situer sur une ligne de crête entre ces deux positions qui permettent de nourrir le débat et qui apportent des choses intéressantes, mais je pense que l'Internet des objets tout seul ne va rien résoudre. Il n'y a pas de déterminisme technique. Maxime a pas mal développé ces questions-là. La technique, elle n'est pas neutre. Quand on choisit de faire une route, en fait, on sait qu'on encourage certains usages. Après, on peut bien dire, oui, mais on choisit d'utiliser la voiture ou pas. Sauf qu'à un moment, l'infrastructure, elle surdétermine les choix qui peuvent être faits. Donc, la technique, elle n'est pas neutre. Elle est portée par des acteurs. Elle favorise certaines pratiques. Et de notre côté, je pense qu'on ne peut pas se passer du numérique aujourd'hui. En 2020, en France ou de manière générale en Occident, on est dans des situations tellement avancées de déploiement du numérique qu'on peut qualifier cette situation-là de situation de lock-in ou de dépendance de sentier. Donc voilà pourquoi j'essaie de me situer sur cette ligne de crête, entre ces deux positions très contrastées, avec vraiment une sorte de mantra qui serait que la technique, elle n'est pas neutre et qu'elle est un sujet politique. Et là-dessus, comme sur pas mal d'autres éléments de constat ou de proposition, je rejoins ce que Maxime a dit précédemment. La technique n'est évidemment pas qu'un sujet technique. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est vraiment de m'attacher à décrire la matérialité du numérique. Maxime l'a pas mal abordé, donc je ne vais pas revenir beaucoup dessus, mais je veux dire quand même que ce n'est pas si trivial que ça, parce que quand on évalue des biens assez classiques comme une voiture, qu'on fait des analyses de cycle de vie, 90% de l'impact, il réside dans l'usage. Du coup, c'est facile de dire, il faut moins utiliser la voiture et on impacte moins, on pollue moins. Sur le numérique, on a vu que c'était le rapport quasiment inverse. Quand on prend les terminaux, les data centers et tout, c'est plus équilibré, on est plutôt sur du 50-50. Mais quand on regarde les ACV des équipements, en fait, le poids, il réside majoritairement dans la fabrication. Et du coup, ça rend l'évaluation beaucoup plus complexe parce que c'est des chaînes de valeur qui sont extrêmement globalisées et que avoir une image claire du poids environnemental de tout ça, c'est loin d'être évident. En tout cas, aujourd'hui et depuis quelques années, c'est assez nouveau, mais on sort de l'invisibilisation du poids environnemental du numérique et des travaux comme ceux de Green IT ou du Shift ou des choses qui ont pu être faites à l'ADEME concourent à tout ça, mais on en est seulement au début. Diapo suivante, s'il te plaît. Néanmoins, il me semble important de regarder les deux faces de la pièce, c'est-à-dire que le numérique, il a un poids environnemental, évidemment, mais il nous permet de faire des choses de manière radicalement différente. Ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, dans un contexte sanitaire qui est exceptionnel, on n'aurait pas été capable de le faire sans le numérique. Donc, la capacité à s'organiser, à partager de l'information, de la connaissance avec ces nouveaux outils en est un exemple. Et pour ça, je prends ici une peinture de Soulage. Pourquoi ? Parce que Soulage, dans ce qu'il fait, ce que je trouve intéressant, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, il dit je m'intéresse pas au noir en tant que tel, noir qu'il appelle l'outre-noir. En fait, il dit je m'intéresse à ce que le noir fait à la lumière. Un peu de la même manière, je m'intéresse
proportion gardée, à ce que le numérique fait à la société. Donc, le numérique a un poids, mais le numérique a un potentiel de transformation considérable. Et je pense qu'il faut toujours regarder les deux choses. Là aussi, Maxime l'évoquait sous une forme de balance précédemment. Diapo suivante. Donc, si on regarde les dynamiques passées, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des données qui sont multipliées dans des proportions absolument considérables. Sur les réseaux mobiles, par exemple, on était multiplié par 10 en 4 ou 5 ans en France. On a des objets qui sont aujourd'hui, pareil, démultipliés. Les objets connectés tiennent plusieurs milliards d'objets à l'échelle mondiale. Néanmoins, avec des équipements toujours plus efficaces. C'est un peu un des messages clés, comme dans beaucoup d'autres secteurs, c'est de dire oui, mais on fait des produits qui sont de plus en plus efficaces et propres. Ça, c'est ce qui s'est passé, ok. Quand on regarde un peu devant nous, qu'est-ce qui se passe? Diapo suivante, s'il te plaît. Les projections qui sont devant nous, c'est qu'on est dans des dynamiques de numérisation de la société qui, de toute façon, n'amènent absolument pas à un plafonnement de ces volumes de données, mais plutôt à une poursuite de ces croissances exponentielles, avec les vidéos haute définition, 4K, 8K, etc. Les véhicules autonomes, qui pourraient, selon les modalités de déploiement, être extrêmement gourmand en termes de données échangées. Et tout ça ne se faisant qu'au début seulement du déploiement de l'Internet des objets. Dans le temps dans lequel on est, et les courbes présentées par Maxime l'illustrent bien, il faut bien avoir en tête de la temporalité dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est au début de dynamiques de croissance exponentielle. Et les exponentielles, on s'est un peu rappelé ce que ça voulait dire avec le Covid, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est rien, et puis le lendemain, c'est rien un petit peu plus, et puis quelques jours après, c'est des dynamiques qui nous dépassent totalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment s'intéresser sur ces questions-là aujourd'hui. Parce que malgré tout ça, des choses de plus en plus efficaces, eh bien, on arrive, oui, déroule s'il te plaît, on arrive à probablement plus de consommation. Et les débats qu'on a actuellement autour de la 5G l'illustrent bien. Suivant encore. On ne dit pas que la 5G va permettre de limiter la consommation, on dit juste qu'elle va permettre d'accompagner une consommation qui de toute façon devrait se faire et l'accompagner de manière plus efficace, puisqu'une antenne 5G consomme moins par volume de données échangées qu'une antenne 4G. Mais dans les publications, notamment de l'AIE ici, on voit bien que c'est là-dessus que va se faire la croissance de consommation demain, sur les équipements connectés. Donc on n'a pas vraiment de remise en débat, de mise en question de ces dynamiques-là. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, ce que j'essaie de faire dans mon ouvrage et de proposer, c'est une manière de réconcilier ces deux transitions, transition énergétique et écologique et transition numérique. Et la FIG le dit de manière assez pertinente, je trouve, c'est-à-dire que d'un côté, on a une transition qui représente un but, une finalité. La transition écologique, on sait ce qu'il faut faire. Si on résume la question au climat, c'est réducteur, mais ça permet quand même de discuter avec des ordres de grandeur. Atteindre la neutralité carbone pour rester sur les plus de degrés d'ici la fin du siècle. Quand on regarde les points de passage proches de nous, ça veut dire diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est ce que le GIEC nous dit en 2018 suite à l'accord de Paris. Donc, la finalité, c'est ça. C'est essayer de rester sous les 2 degrés, et ça veut dire en 10 ans, diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et on est un peu désemparé face à ça. On voit qu'on n'a pas vraiment des mesures et des propositions qui sont à la hauteur de cet objectif. Et la transition numérique pourrait être un outil. Mais il faut bien la penser comme un outil qui s'inscrit dans un système, là aussi Maxime l'a évoqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, la transition numérique, elle est sans fin et elle n'a pas de finalité assignée. Et ça pourrait être l'occasion justement de dire que cette transition, elle doit être mise au service d'une finalité concrète, explicite, et notamment, c'est ce que je propose, notamment la finalité écologique et environnementale. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, le numérique ne sert à rien. Dans mon ouvrage, je déroule tout un tas d'exemples où le numérique nous permet d'optimiser plein de choses. Un exemple, le chauffage. Avec le numérique, on peut piloter son chauffage quand on n'est pas chez soi. Il y a des routines qui sont apprises.
ça permet de faire des gains de 10 à 20%. Je prends juste cet exemple-là. Quand on a ça en tête, on se rend bien compte que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous voyez ce que je vous ai dit précédemment. Il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre en une dizaine d'années. Et là, on bricole des choses qui permettent d'optimiser un système qui est globalement un système de gabegie énergétique et d'inefficacité globale. Et c'est la même chose sur les autres exemples que je prends, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher quelques gains d'optimisation d'un système, sauf qu'en optimisant le système, on risque de le pérenniser encore plus, alors que l'enjeu, ce n'est pas ça. Point suivant, s'il te plaît. L'enjeu, ce n'est pas d'optimiser le système, mais c'est de le transformer radicalement. Diviser par 2 en 10 ans les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 30 ans, ça ne se fait pas en bricolant des petits bouts par-ci par-là. Ça se fait en transformant radicalement nos systèmes productifs et nos modes de vie. Diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, parmi les pistes que je propose, que je résume sous 4 grandes étapes qui sont importantes à prendre dans l'ordre, selon moi, on pourra discuter ça après ensemble. La première chose, c'est ce que j'appelle rendre visible l'invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est seulement au tout début de la situation où on prend le contexte du poids environnemental du numérique. Vous avez des étiquettes énergie sur les voitures, sur les machines à laver. Vous allez acheter votre smartphone, à part vous dire, vous avez des baromètres avec une petite feuille verte, mais des choses qui sont extrêmement généralistes et peu explicites. Mais on en est à peu près au niveau zéro de l'information environnementale pour le consommateur final ou l'usager, que ce soit sur le bien ou sur le service qu'il y a derrière. Vous dire, là, vous consommez en Wi-Fi plutôt qu'en 4G, du coup, c'est beaucoup plus efficace. Ça, si on n'a pas travaillé sur le sujet et qu'on n'est pas informé, on n'en sait rien. Donc, il y a un travail considérable à faire là-dessus, autour de rendre visibles les impacts environnementaux du numérique. Mais aussi, regardez là aussi les deux côtés de la pièce. Le numérique peut nous permettre de mettre en visibilité des impacts de nos modes de vie et de consommation. Si on pense au réseau électrique, par exemple, on voit les dynamiques qui sont à l'œuvre autour des renouvelables, avec le solaire, avec l'éolien, des énergies qui sont non pilotables. Avoir une meilleure information, ça peut permettre de piloter un tas d'usages, lancer par exemple une machine à laver, recharger son véhicule électrique, tous les usages qui sont en capacité de stocker ou avec une ordre d'inertie. Le numérique va permettre de mieux piloter tout ça. Donc, ça peut vraiment être aussi, dans ce sens-là, que ça peut être intéressant. Diapo suivante, s'il te plaît. Une fois cette mise en visibilité des impacts, ce qui me semble ensuite incontournable, c'est la sobriété numérique. Et je pense que c'est là-dessus qu'on aura sûrement le plus de débats et d'échanges. De manière succincte, moi je l'ai défini comme c'est sortir de le numérique de partout où il n'a rien à faire, partout où il concourt plus à aggraver le problème qu'à apporter des solutions. Aujourd'hui, on n'en est plus à dire il suffit de moderniser, de déployer une technologie, et puis on verra bien ce qu'on en fait. Non, si on prend vraiment au sérieux ce qu'on a signé collectivement à l'accord de Paris, l'ensemble des pays, on voit les temporalités extrêmement courtes et les objectifs considérables qui sont devant nous. Donc, il faut penser le numérique comme un outil au service de quelque chose. Et quand on a, par exemple, un déploiement du numérique avec les écrans dans les gares ou dans les toilettes de certains restaurants ou hôtels pour diffuser de la publicité en permanence, avec des équipements qui seront très difficilement recyclés et tout, on voit bien que là, ça ne concourt à absolument pas aborder la transition écologique, et ça augmente plutôt le problème. Je pense néanmoins qu'on est à un moment où on est en train de politiser cette question. Les débats qu'il y a eu sur les deux exemples que je viens de prendre dans les mois précédents à l'Assemblée illustrent le fait que les politiques sont en train de se saisir de ces sujets-là et en train de dire cette question, elle n'est pas qu'une question technique et on peut se poser des questions collectivement de ce qu'on veut faire du numérique. Et on est tout doucement, il me semble, en train de s'en saisir. Diapo suivante, s'il te plaît. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, rendu visible et l'invisible, une fois qu'on s'est questionné collectivement, politiquement sur la place du numérique, il faut transformer le numérique. Il faut travailler sur le matériel, sur le logiciel, sur les usages. Sur le matériel, ça veut dire évidemment garder plus ces équipements,
les reconditionner, les réutiliser, ensuite les réparer, les recycler. Les ordres de grandeur, si on récupère 20% des déchets électroniques dans le monde aujourd'hui, 35% en Europe, 50% en France. Donc vous voyez, on fait plutôt partie des bons élèves et on est à des taux qui sont extrêmement bas. Quand on voit ensuite ce qu'on recycle une fois ces taux de récupération, on est encore à des taux extrêmement faibles. À part quelques métaux comme le cuir, par exemple, et l'argent qui sont bien recyclés, les métaux plus exceptionnels ont des taux de recyclage qui sont de l'ordre de 1%. Donc absolument catastrophique. Ça veut dire que c'est des matières qui sont définitivement perdues. Il y a un travail ensuite sur le logiciel, mais j'insiste vraiment sur prendre les choses dans le bon ordre. D'abord, la question des matériels. Et ensuite, il y a des choses à faire sur les usages. Parce que, quand je disais au début que ce n'était pas trivial d'évaluer les impacts, un exemple ici, il y a une note de l'ARCEP qui a été faite, qui donne des ordres de grandeur intéressantes, une note publiée en décembre dernier de l'ARCEP, donc le régulateur. On voit qu'entre des consommations de données faites avec une technologie type 4G ou la fibre, on a un rapport de 1 à 10 dans la consommation électrique associée. Donc, il faut donner cette information au consommateur, à l'usager final, pour lui permettre de faire des choix délibérés. Mais aujourd'hui, on voit que c'est extrêmement difficile déjà de poser ces ordres de grandeur-là. C'est ce que l'ARCEP dit déjà. Et donner cette information à l'usager final, on en a encore bien. Et il y aura des choses à faire donc sur les usages aussi, et penser des usages alternatifs. Par exemple, écouter la radio sur une infrastructure numérique. Bon, pour des podcasts, c'est très bien. Pour écouter la radio en direct, c'est un exemple où la question peut se poser de l'intérêt de numériser certains usages. Et dernière partie, dernière proposition, du moins, avant de terminer mon intervention et de passer aux échanges. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, dernière proposition, une fois qu'on a fait tout ça, là, il s'agit de penser le numérique comme un outil et une manière pour changer structurellement nos modes de consommation et de production. Et un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il illustre la dimension systémique et extrêmement puissante que le numérique peut avoir, c'est l'autopartage. L'autopartage, on peut le faire évidemment sans numérique. On le fait avec son voisin, on se passe la clé, on se met un petit mot dans la boîte aux lettres. C'est très simple. Sauf qu'on va le faire à deux et avec le voisin qui habite juste à côté de chez nous. Si à un moment on veut changer d'échelle et qu'on veut diviser le parc automobile par 2, 3, 4, 5, parce que les voitures sont à l'arrêt 95% du temps, donc c'est un non-sens d'avoir 35 millions de voitures en France par exemple. Là, la technologie numérique, elle va être absolument incontournable pour ça. Parce qu'elle va nous permettre d'échanger en confiance, elle va nous permettre d'avoir accès à une information, savoir où les biens, les véhicules sont disponibles, etc. Et puis en mutualisant cet usage, elle permet aussi d'aller vers des véhicules plus efficaces, comme le véhicule électrique, qui est plus coûteux, mais avec un système d'autopartage, c'est une sorte d'achat mutualisé. Donc on a accès à cette technologie plus facilement que si on devait l'acheter individuellement. Donc cet exemple, il permet d'illustrer comment le numérique, il permet de changer d'échelle, il permet de diffuser plus rapidement des meilleures technologies et de mutualiser pour réduire le poids environnemental de notre consommation et de nos modes de vie. Il y en a plein d'autres exemples de ce type-là à prendre et à développer. Mais c'est une fois qu'on a fait tout le reste qu'on peut pousser ces logiques-là. Et pour ces logiques-là, bien souvent, on se rend compte que le développement de nouvelles technologie d'échange de données n'est pas forcément la condition incontournable. On peut très bien faire du partage de voitures avec du numérique qu'on pourrait qualifier de low-tech. Voilà pour ces quelques propositions à discuter. Merci beaucoup pour tous ces enseignements et ces exemples qui vont d'ailleurs dans le même sens que ce qu'on avait entendu tout à l'heure et qui nous font prendre conscience de l'importance de réfléchir à ces usages et à cette sobriété numérique. Alors, on va passer à une série de questions-réponses avec nos deux intervenants. Donc, je vais utiliser un peu toutes les questions que vous avez déjà
poser. Je tiens vraiment à m'excuser parce que comme vous êtes très nombreux, il y en a beaucoup, ça fuse un peu et on ne pourra pas répondre à tout. Alors, si vous avez des questions précises sur certains chiffres qui ont été cités ou certains concepts, je peux vous renvoyer donc aux 2 ouvrages de nos intervenants. Donc, pour Maxime, c'est les travaux du Shift Project que vous trouverez sur leur site internet assez facilement. Et pour Éric Vidalin, c'est donc son ouvrage qu'il a présenté en début de ses slides. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, on a 20-25 minutes pour ces questions-réponses. Alors, pour essayer un peu de structurer la discussion, je pensais présenter ces questions en 3 volets qui concernent d'abord les pouvoirs publics, le rôle qu'ils peuvent avoir, ensuite les entreprises du secteur numérique, les opérateurs, etc. Et puis enfin les usagers de numérique que nous sommes tous. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Alors, peut-être pour commencer par les pouvoirs publics, on a eu quelques questions comme pourquoi les pouvoirs publics ne communiquent-ils pas plus sur ces questions, sur ces enjeux a-t-on besoin d'une gouvernance des usages du numérique? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut se faire au niveau de la France ou est-ce qu'elle ne doit pas obligatoirement être au niveau mondial puisque le numérique est très mondialisé? Donc, si vous avez l'un et l'autre un avis sur cette gouvernance du numérique par les pouvoirs publics, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable au niveau français? Bon, je peux attaquer si Maxime ne te coupe pas. Alors, aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées parce que ça amène à parler des questions de souveraineté. Si on pense au Minitel, par exemple, le Minitel, on maîtrisait le hard et le soft en France. Aujourd'hui, avec les smartphones qu'on a, on maîtrise ni le hard ni le soft. Donc, effectivement, ça peut poser question sur les capacités de régulation qu'on pourrait avoir. À mon sens, un des principaux arguments, c'est quand même le fait qu'on constitue, pas forcément la France, mais en tout cas l'Europe, le premier marché à l'échelle globale et qu'on a la capacité à définir à quelles conditions certains acteurs peuvent venir sur ce marché. Ensuite, il faut se poser des questions de souveraineté pour savoir effectivement quel numérique on peut faire. Ce serait quoi un numérique avec un État qui retrouverait un rôle central ou un numérique commun? Tout ça, c'est imaginé. Ce n'est pas les voies qui sont prises aujourd'hui avec les principaux opérateurs mondiaux. Mais de manière un peu triviale, le débat autour de l'interdiction de certains opérateurs à venir déployer les réseaux de 5G illustre le fait qu'on peut choisir de faire des choses. Après, la question est de savoir si c'est les bons choix et la bonne manière de procéder. Mais à mon sens, il ne faut pas, a priori, se dire qu'on serait impuissant à décider quoi que ce soit parce qu'on serait que quelques 60 millions d'utilisateurs sur un monde de plusieurs milliards d'habitants. Mais penser à l'échelle européenne, c'est peut-être quand même une des choses incontournables. Alors du coup, ma réponse, la question c'est gouvernance des usages. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est possible? Et à quelle échelle? Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui ou non. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Mais concrètement, si on veut si on est vraiment en train de dire qu'on veut relever les défis de ce siècle, alors oui, il faut une gouvernance, parce que je vais me recouper pas mal avec ce que vient de dire Eric au final. Mais effectivement, jusque-là, le numérique, ça a été construit même pas au doigt mouillé, en fait, puisqu'on n'en donne pas spécialement de direction. Juste, il y a des modèles économiques qui sont apparus, on les a exploités, puis on a construit des trucs qui permettaient d'exploiter les modèles économiques qui étaient apparus parce qu'on a construit les trucs. Bon. Donc voilà, ça boucle et on laisse la boucle se faire. Tout à l'heure, Eric il disait que aujourd'hui, la 5G, on la justifie parce que ça permet une consommation qui se serait faite de toute façon. Et c'est vrai, en fait, c'est la justification qui est utilisée. C'est pour ça que dans un discours présidentiel, on peut en train de dire la France prendra le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Bon, on comprend qu'il y a une boucle, enfin, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, on n'a pas de vraie gouvernance de nos usages numériques parce qu'on n'en a jamais eu besoin. On n'a jamais vu qu'on en avait besoin, en tout cas.
n'a jamais acté qu'on en avait besoin, comme ça on est sûr d'être factuel. Et du coup, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les dynamiques qui régissent l'évolution du numérique, elles sont insoutenables sur tout un tas de plans. On a une crise de gens qui veulent se déconnecter. Je veux dire, quand on propose un service et que les gens veulent moins de ce service, c'est qu'on est en train de répondre à quelque chose d'autre que des besoins des utilisateurs. Quand on pose la question de la stabilité de nos systèmes face à des intrants d'énergie et des intrants de matière qui viennent de l'extérieur, qui sont très mondialisés et où on dit il faudrait peut-être faire gaffe à comment ces flux évoluent, ben on comprend qu'un smartphone dans lequel il y a 40 à 60 métaux différents qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont très localisés par métal, ben on comprend qu'en fait, il y a des questions de résilience, vraiment. Donc, la gouvernance des usages, en fait, la gouvernance d'un système numérique, elle est nécessaire à penser et à construire. Est-ce qu'elle est possible? Oui, parce qu'en fait, c'est un système comme un autre. On gouverne plein d'usages. La gouvernance, c'est juste on crée des entités collectives, c'est-à-dire on met plein de gens et on dit bah, quand on est plusieurs, on arrive à contourner nos biens individuels. Voilà, c'est ça la gouvernance, hein, et donc on peut le faire sur tout ce qu'on fait, et le numérique on le fait, donc on peut le faire. Après, en pratique, on a des acteurs. Eric tout à l'heure a cité l'ARCEP. L'ARCEP fait partie des acteurs de régulation. On a des acteurs qui régulent les usages. Il y a une audition du Sénat de la CNIL, de l'ARCEP et du CSA, je crois, où il me semble que c'est la présidente il y avait Adopi, il me semble. Je crois que c'est la coprésidente d'Adopi qui dit à un moment que en fait, Internet, c'est pas une zone de non-droit. Ça n'a jamais été une zone non régulée. C'est pas vrai. C'est une zone de liberté. Et comme toutes les zones de liberté, elle est régulée. Et donc, on a des outils de régulation des comportements en ligne où on va réguler les comportements qu'on identifie comme délétères. Donc, en fait, on a déjà des outils pour comprendre sociologiquement comment se construisent nos usages, comprendre leurs effets, donc d'où ils viennent, ce qu'ils produisent. Et on a déjà des outils ou des embryons d'outils qui nous permettent de comprendre comment on peut pousser ces usages dans une direction ou dans une autre. Maintenant, faut juste convoquer tout ce monde-là et avoir une volonté explicite de dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est cette volonté qui manque aujourd'hui. Et du coup, par contre, l'échelle nationale ou internationale, et dans les questions, les balayants, je vu qu'il y a pas mal de questions sur l'échelle. Et effectivement, c'est une des questions les plus pertinentes sur le numérique. Hein. C'est oui, mais en fait, le numérique, c'est pas français. Et c'est vrai, c'est sur la quintessence d'un truc mondialisé, d'un système mondialisé. Donc, le numérique ne peut pas être traité qu'au niveau français, il ne peut pas être traité qu'au niveau européen, et il peut être traité qu'au niveau mondial, parce qu'en fait, ça interconnecte les choses. Par contre, et là, je vais retomber sur ce qu'Éric disait, il y a différents types de numérique. Et en fait, la question, c'est quel type de numérique on veut. Il y a différents modèles de numérique. Hein. Il se trouve que la Chine en a inventé un, que la Russie a le sien. C'est un avantage et dans inconvénient, hein. Mais juste, il y a différents types de numérique. Et en fait, il faut qu'on comprenne, nous, notamment au moins en Europe et au moins en France à l'intérieur de l'Europe, que notre modèle de numérique est construit sur des modèles économiques qui nous viennent de la Silicon Valley. Et voilà, c'est pas grave, mais déjà le comprendre, ça veut dire qu'en fait, il y a un choix de modèle numérique qui a été fait. Et une fois qu'on a compris qu'on avait fait un choix numérique, alors on peut mettre en place ces outils de gouvernance, réfléchir à l'échelle et réfléchir à comment on convoque les acteurs. Merci beaucoup. Ça fait une bonne transition de parler de la Silicon Valley parce que je voulais qu'on parle un peu des entreprises, des professionnels, des opérateurs de ce secteur et de ce qu'ils pourraient faire. Et on a deux types de questions. Il y en a une première sur les technologies. Parce que vous semblez tous les deux assez pessimistes sur le fait que malgré des progrès technologiques, on va vers une augmentation un peu inéluctable des impacts environnementaux si on ne fait pas de la sobriété. Alors, quid des technologies de rupture? Est-ce qu'on peut imaginer un numérique quantique ou un numérique low-tech qui fonctionnerait avec beaucoup moins de matière et d'énergie? Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que c'est des fantasmes? Commence. Eric, peut-être alors, du coup, ouais, Eric, tu veux prendre la parole? Non, je commence. Du coup, alors, je me considère vraiment pas comme pessimiste, je suis même optimiste, trop, selon certains. Mais par contre, il y a une différence entre l'optimisme et l'utopisme. Et du coup, l'optimisme, en fait, c'est juste on parie sur la probabilité de ce qui va se passer. On dit, il y a une probabilité non nulle, ça se passe bien, donc c'est une bonne idée. Les technologies aujourd'hui, depuis qu'elles existent, elles ont fait des progrès. Et le numérique, c'est un domaine où on fait des progrès très vite et très loin.
Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous a permis de diminuer l'impact unitaire de plein d'actions. Enfin, je veux dire, un smartphone, ça nous permet de faire un nombre de trucs en optimisant l'empreinte matérielle de chaque action qui est folle. Hein. C'est 5 kWh par an, un smartphone en consommation directe. C'est rien du tout par rapport à ce que ça permet de faire. Par contre, aujourd'hui, toutes les innovations technologiques, comme on les a juste distribuées, sans se soucier de si ça répondait à un besoin, en fait, on a augmenté l'impact final. Le bon vieil argument qui vous dit oui, mais dans un smartphone, vous avez un appareil photo, un GPS, un magnétophone, un téléphone et un télégramme. Oui, ok, mais en fait, vous connaissez beaucoup de gens avant qui se baladaient avec un appareil photo, un GPS, un téléphone fixe qu'on trimballe, un télégramme. En fait, non. Donc, en fait, on propose des nouveaux usages. Les innovations technologiques, et je vais revenir sur le quantique pour vraiment répondre à la question, les innovations technologiques, aujourd'hui, elles ont toujours eu effet rebond, toujours. Parce qu'on a proposé des nouveaux usages, on a davantage utilisé les trucs, et donc même si on a optimisé les actions unitairement, au final, on a consommé plus. Sur le quantique, du coup, qui est une technologie qui est à l'étude, il y a des prototypes, etc., ça a des possibilités gigantesques. Okay. On ne sait pas exactement lesquelles, parce que c'est plus complexe que juste on va remplacer tout le parc d'ordinateurs par des ordinateurs quantiques. En fait, ce n'est pas vrai, c'est certaines utilisations bien précises pour voir lesquelles, quel quantique, lequel à maturité, comment on le déploie. Voilà, c'est des questions. Et ensuite, si on déploie une nouvelle technologie qui nous permet de diminuer drastiquement les consommations d'énergie, je suis prêt à parier pas mal de trucs que, formule que je suis en train de piquer, que on va trouver des nouveaux usages qui vont faire qu'au final, on va davantage utiliser, qu'on va avoir un effet rebond et que notre consommation énergétique, elle va réaugmenter. Ça, c'est toujours observé dans l'histoire. Donc, peut-être qu'on va changer, mais pas sans une réflexion sur les usages. Et donc, la sobriété numérique, c'est juste ça. Hein. C'est pas de dire la technologie, c'est foutu. C'est de dire si on continue de faire de la technologie sans réfléchir à comment on l'utilise, aucune raison que ça change. Ouais, Eric, un point de vue là sur ces potentielles nouvelles technologies? C'est un rêve ou... Ouais, pour compléter ce que Maxime a dit, l'idée, pareil, je ne pense pas que je sois particulièrement pessimiste, loin de là, mais quand on regarde ce qui se passe sur le numérique, là où on en est aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas forcément de force de rappel physique. Je m'explique. Sur la mobilité, par exemple, une fois que vous savez à quelle vitesse on se déplace, la vitesse moyenne de déplacement est assez stable. On fait 12 000 km par an. On a tous les ménages qui sont équipés en voiture. À un moment, on est à des niveaux de saturation qui font que voilà, les choses sont assez posées. On n'est plus du tout dans ces croissances exponentielles. Dans le numérique, on n'a pas du tout ces forces de rappel aujourd'hui. On est juste au tout début de la numérisation de la société. Et c'est pour ça que ça peut apparaître pessimiste de crier au loup et de dire regardez si on poursuit un peu ce qui est en train de se passer où on va. Mais c'est vraiment une des particularités du numérique. Il faut bien avoir ça en tête à mon sens. Après, sur les promesses des nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. On a des technologies plus efficaces qui nous permettent de consommer toujours moins par unité produite et pourtant on consomme toujours plus. Donc ça veut dire que si en face de ces nouvelles technologies, parce que je n'ai pas d'avis technique d'experts sur les technologies quantiques par exemple, mais si en face de ça on ne pense pas de toute façon des modalités de régulation et à notre rapport à la technique, il n'y a pas de raison de penser que ça va se passer différemment. C'est la même chose avec des promesses énergétiques autour d'ITER, par exemple, dans le nucléaire. Pourquoi à un moment une énergie illimitée décarbonée, elle permettrait de résoudre toutes les questions? C'est pas ça qui fait que du jour au lendemain, on va passer à des modèles de consommation plus circulaires. Non, si c'est plus d'énergie pour continuer à consommer de plus en plus de matière, à étaler les villes, etc., le bilan global, c'est pas parce que vous avez décarboné une partie d'un vecteur énergétique que vous résolvez le problème. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attendre et surtout travailler sur des nouvelles opportunités, mais ça veut dire qu'il s'agit de dire à un moment, il s'agit de définir quelle finalité on recherche. Parce que sinon, il y a peu de chances que
les choses se passent telles qu'on voudrait qu'elles se passent. Merci. Alors, une autre question importante qui revient beaucoup sur les opérateurs du secteur, c'est que on est dans un système où il y a quand même des entreprises qui ont un énorme poids, c'est les GAFA, et c'est un peu elles qui décident des usages, de ce qu'on va faire ou pas faire. Et donc, comment peser face à finalement un environnement très contraint et piloté par ces énormes mastodontes qui font un peu la pluie et le beau temps sur le numérique? Ça rejoint un peu, du coup j'enchaîne, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les questions de souveraineté. C'est-à-dire que si on se pense qu'à une échelle française, probablement qu'on n'est pas en mesure d'être à la hauteur. Même s'il y a des collectivités qui prennent des positions, récemment il y a le Conseil régional de Bretagne qui vient d'adopter sa feuille de route numérique, donc ils définissent des modalités de régulation, des manières de peser dans cette gouvernance, parce qu'à un moment, le numérique, il atterrit sur un territoire, il a besoin de data centers, de câbles, de réseaux, d'antennes, et tout ça est déployé sous certaines conditions. Donc, on peut réguler à plein d'échelles. La particularité des GAFAM, c'est qu'on a des acteurs qui atteignent des niveaux, d'un point de vue économique, de capitalisation boursière absolument considérables, qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître. C'est des acteurs supranationaux. Et c'est sûr que si on ne définit pas des forces politiques en face pour peser face à eux, on peut se sentir un peu désemparé. Mais il tient qu'aux forces politiques de s'organiser en face pour penser une régulation à cette hauteur. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les questions de souveraineté précédemment. Merci. D'ailleurs, au passage, je voudrais juste signaler une initiative qui nous est relayée par un des participants. Apparemment, il y a un opérateur indépendant qui s'appelle Télécoop qui a été monté. C'est une coopérative un peu sur le modèle de Enercoop et qui souhaite essayer de développer un numérique plus responsable et citoyen. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est peut-être une idée d'essayer de créer des contrepoids à ces trop gros opérateurs. Et d'ailleurs, la question aussi est très liée aux usagers, que nous sommes tous du numérique. Et là, beaucoup de questions aussi sur comment on peut faire à notre niveau, vu qu'on a l'impression que beaucoup des décisions sur les usages nouveaux ne sont pas décidées par nous, mais par d'autres. Donc là-dessus, peut-être une question à Maxime. Déjà, est-ce que le comportement de l'usager compte vraiment? Est-ce que si on fait attention à ne pas envoyer trop d'emails, à ne pas regarder trop de vidéos, est-ce que d'après vos calculs, ça joue vraiment? Comment on peut faire pour se développer sa propre sobriété numérique malgré toutes les contraintes que nous imposent les opérateurs, les GAFA, etc. Alors, la question de la place des comportements individuels dans les comportements collectifs, en fait, elle est centrale dans tous les sujets, hein, mais aussi sur le numérique, parce que il y a un truc qu'on a réussi ces dernières années, là, tous les acteurs qui s'y intéressent, c'est à mettre le sujet du numérique à l'agenda politique et médiatique, plus que ce que c'était avant, en tous les cas. Ce qu'on a loupé, c'est qu'on n'a pas réussi à faire en sorte qu'on pose les questions de responsabilité collective et de gouvernance, plutôt que d'aller culpabiliser les gens qui binge-watchaient Netflix. Bon, c'est un truc qu'on a loupé, on n'avait pas, voilà, c'est pas à voir par le traitement du message. Concrètement, il y a, à titre individuel, il y a deux familles un peu de choses qu'on peut faire. Il y a une première famille qui est directement efficace sur une consommation donnée. Il y a une autre famille qui en fait sert pas à grand-chose en termes de consommation, mais qui est essentielle pour passer à l'échelle collective. La première famille de choses qu'on peut faire, c'est typiquement sur la durée de vie des terminaux. Augmenter la durée de vie de mon terminal, c'est un truc qui est facile à concevoir à titre individuel. Ça se nuance, hein, mais qui est facile à concevoir à titre individuel et essayer de mettre en place et qui a un impact direct, parce que je le fais durer plus longtemps. Donc, en fait, on va creuser moins de trous quelque part pour aller chercher des métaux. Enfin, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, on ne va pas utiliser d'énergie pour construire un nouveau portable si je ne l'achète pas.
Donc, sur la durée de vie des terminaux, c'est vraiment un des leviers à titre individuel qui va avoir un effet quantitatif important à son échelle. Il y a, quand on éteint des trucs, si j'éteins les données mobiles de mon portable, si j'éteins ma box Wi-Fi quand je pars de chez moi, en fait, j'évite une consommation. Donc, la consommation directe elle est directement évitée. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue quantitatif. Utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G aussi, je vais aller solliciter un réseau qui consomme moins. Donc, c'est un peu plus direct. Après, il y a toute une famille de leviers qui relèvent plutôt des usages qui sont là assez inefficaces en termes de diminution directe de la consommation énergétique et qui, par contre, sont essentiels. Pourquoi ils sont inefficaces? Parce que, par exemple, si je regarde des vidéos avec une résolution plus basse, c'est cool, un peu plus chiant pour moi, mais par contre, en fait, je vais diminuer un peu le volume de données qui va m'être amené. Mais le réseau, de manière générale, il y a une consommation fixe qui est assez importante et donc faire varier le volume de données qui va transiter dessus, ça va avoir un impact assez marginal sur la consommation totale de l'infrastructure réseau, donc de mon câble ou de ma fibre ou de l'antenne. Par contre, ce que ça permet, c'est de comprendre, moi, quels sont mes besoins, quels services sont utiles. Et je dis que ce n'est pas anodin, et c'est plus que pas anodin, c'est absolument central. Et je retombe sur la question de comment on fait alors que les modèles sont pilotés par les GAFAM. En fait, en créant une gouvernance et en faisant des arbitrages. Le but, c'est vraiment de dire, dans les comportements numériques, dans un service numérique, celui-là, moi, je pense qu'il est essentiel à préserver parce qu'il a tel apport. Ce service-là, je pense qu'il est essentiel à préserver dans telle situation. Donc, par exemple, est-ce que j'ai besoin d'être connecté à Internet en permanence? C'est automatique, hein. Tous les smartphones sont connectés à Internet en permanence. Mais est-ce que j'en ai besoin? La seule manière de répondre à cette question, c'est d'éteindre ces données mobiles et de les allumer que quand on en a besoin. Ça ne change pas grand-chose en termes d'usage, mais par contre, plutôt que de me faire piloter mon comportement par une notification, si je vire les notifications et que j'éteins les données et que je les allume que quand j'en ai besoin, du coup, je saurai en fait quand j'en ai besoin. Et donc, une fois qu'on arrive à lancer le débat collectif de oui, mais est-ce qu'on a besoin de cette infrastructure? Est-ce qu'on a besoin de la 5G? Est-ce qu'on a besoin en fait, je saurais dire si ces promesses m'intéressent ou pas. Ce serait intéressant de savoir, puisque la 5G nous permettra de regarder des vidéos 4K dans le métro, sur un smartphone. Je schématise, je sais que ce n'est pas la promesse principale, mais on nous dit on va augmenter l'accessibilité au contenu. Bon, concrètement, est-ce que j'ai besoin de plus d'accessibilité au contenu là maintenant dans le métro? Oui ou non? Et c'est une question qui n'a pas de réponse uniforme. C'est une question qui n'a que des réponses individuelles. Et une fois que chacune et chacun, on va devenir capable de répondre à cet endroit-là, j'ai besoin de tel service de telle manière, alors on peut construire un débat collectif. Et donc, c'est toute cette famille d'usages où on va essayer de baisser la résolution des vidéos jusqu'au maximum pour savoir en fait de quelle résolution j'ai besoin. Et par exemple, au-delà de 480p, moi, ça fait des mois que je n'ai pas mis au-delà de 480p sur mon smartphone parce que j'en ai toujours pas eu besoin. Peut-être il y a des contenus où j'en aurais besoin. Pour l'instant, non. Donc, je le sais. J'ai fait l'expérience. Je sais que j'ai besoin de données qu'à certains moments. Et donc, ces familles de choses, envoyer moins de mails, etc., ce n'est pas quantitativement hyper efficace, mais par contre, ça permet de comprendre quels sont nos besoins. Et donc, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. D'ailleurs, c'est important d'être concret parce qu'on a aussi beaucoup de réactions de gens qui nous disent que c'est un sujet complexe, parfois un peu abstrait, parfois on a du mal à savoir entre plusieurs usages ou plusieurs comportements lequel est le meilleur. Il y a un vrai besoin de communiquer simplement envers tous les usagers et puis notamment les plus jeunes qui doivent vraiment pouvoir facilement comprendre ce qu'ils ont à faire. Alors, je suis vraiment désolé, on va devoir conclure ce webinaire, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais merci beaucoup pour toutes vos questions et pour les réponses de nos intervenants. Je vais juste demander à chacun des intervenants peut-être de nous donner un petit mot de conclusion sur peut-être une dernière intervention ou les messages principaux qu'ils souhaitent transmettre, parce qu'on est là maintenant quasiment 250 participants, et dont de nombreux membres de l'association Négawatt, donc des gens qui sont parfois assez militants aussi dans leurs différents milieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent conclure de ce webinaire et ensuite l'utiliser au quotidien. Donc voilà, je vais donner la parole d'abord à Eric pour un dernier mot, puis ensuite Maxime. Ça serait presque un de mes premiers mots aussi. Moi, je dirais, gardons en tête que la technique est un sujet qui est fondamentalement politique et qu'il s'agit d'investir à tous les niveaux, dans des collectifs,
Et peut-être un dernier exemple pour illustrer ça, j'ai pas mal parlé de la question et de l'échelle européenne. Sur les véhicules neufs, par exemple, aujourd'hui, l'Europe dit, les fabricants, vous devez mettre sur le marché des véhicules qui émettent pas plus de 95 grammes de CO2. Ça a été décidé il y a 10 ans, c'est une cible qui est donnée, on verra si elle est respectée ou pas. Et pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose sur les fabricants de terminaux, par exemple, en disant, à tel horizon, vous devez produire des terminaux avec 30, 40, 50% de produits recyclés dans vos terminaux. Donc voilà, terminer là-dessus. La question technique est évidemment politique et il s'agit de s'en saisir. Merci beaucoup. Maxime, un dernier mot. Mon dernier mot-clé, ce sera automatisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à sortir de l'automatisme. À titre individuel, la recommandation que je donnerais, c'est désactiver toutes les choses qui automatisent vos comportements numériques. Notifications, les autoplays et tous les trucs où ça se lance tout seul, ces genres de choses-là où ça va capter votre attention et l'appeler, essayez de désactiver les automatismes. Sur Netflix, désactivez le truc qui passe les génériques. C'est fait pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir à si vous voulez regarder l'épisode d'après. Et du coup, ça vous force dans une position où vous allez devenir responsable un peu plus de vos usages numériques. Parce que vous allez devoir choisir ce que vous voulez faire. Et quand on sort de cet automatisme, on devient capable de réfléchir à, du coup, de quel numérique on veut construire. Parce qu'on sera capable de partir du besoin et de reprendre les briques et de dire, OK, ça c'est utile, ça, en fait, non, on s'en fout. Et cet automatisme, après, on le porte au niveau collectif. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un automatisme collectif. On est dans un déterminisme technologique où si c'est le tournant de l'innovation, alors c'est dire que c'est bien sans savoir ce que c'est que l'innovation. Aujourd'hui, sortir de l'automatisme à titre individuel, construire un débat collectif et sortir de l'automatisme à titre collectif, ça aboutira à avoir une stratégie pour nos systèmes numériques, pour nos usages, et être capable de dire, en fait, on a telle contrainte, on a tel besoin, on va faire ça pour répondre au mieux aux besoins, tout en restant compatible avec la contrainte. Et c'est ça, une économie résiliente. Et là, on en a besoin pour les quelques centaines d'années qui arrivent. Merci beaucoup. Je pense que ce mot d'ordre, sortons de nos automatismes, va très bien à l'association Négawatt. Donc, merci beaucoup à vous. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je laisse Catherine pour quelques mots de conclusion. Merci en tout cas à nos intervenants. Merci. Merci. Eh bien, merci à tous, intervenants et participants, d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange fructueux sur le numérique. Je vous invite, si vous n'avez pas tout pu voir ou si vous posez des questions auxquelles on n'a pas répondu, à re-regarder de nouveau ce webinaire puisqu'il sera de nouveau, il sera consultable en tout cas sur notre site d'ici quelques jours, quelques semaines. Si vous avez des questions de manière plus générale, pas vraiment spécifiques sur le numérique, mais vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse mail contact@negawatt.org. Et puis demain, ce sera le dernier webinaire qui se tiendra à 11 h. C'est un samedi matin et on fait un petit peu plus tôt et qui aura pour thème la rénovation thermique des bâtiments, une opportunité socio-économique climatique à saisir. Voilà, merci encore et bonne fin de journée à tous.